Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Damien, le directeur général adjoint du CNIEL, l'interprofession laitière française. Au programme, une exploration des défis de la filière laitière en France et dans le monde et un focus sur les relations entre la France et la Chine dans le domaine des produits laitiers. Plongeons donc au cœur de cette filière en pleine mutation qui reste un des piliers pour nourrir la planète et qui contribue de manière significative à l'économie et à l'emploi à travers le globe. Et pour parler de la filière laitière, nous sommes en compagnie de l'ambassadeur français du lait, Laurent Damien. Bonjour Laurent Damien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le directeur général adjoint du CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Et donc, vous jouez un rôle central pour la promotion de la filière laitière française à l'international. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre rôle ? Donc, je m'occupe particulièrement des relations internationales, de l'export bien sûr, mais aussi des relations internationales d'une association interprofessionnelle française au niveau européen, puisqu'il y a un enjeu européen, et au niveau mondial, puisque le lait est un produit qui s'exporte dans le monde entier. Et nous sommes donc aujourd'hui à la Maison du lait à Paris, qui est le siège du CNIEL. Donc la Maison du lait regroupe non seulement l'ensemble des fédérations membres du CNIEL, donc tous les éleveurs, c'est plus de 65 000 éleveurs en France, toutes les coopératives et toutes les industries laitières, c'est à peu près 650 industries laitières en France, et également la distribution. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Maison du lait, parce que ça regroupe l'ensemble des familles, c'est pour ça que c'est une interprofession laitière française. Alors pour commencer, on va essayer de dresser un tableau de la situation. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la consommation et de la production de lait dans le monde et son évolution ? Donc la production mondiale de lait est de 936 millions de tonnes, donc c'est une très grosse production. C'est une production agricole de premier rang, non seulement parce qu'elle est produite partout dans le monde, mais parce qu'elle est consommée dans tous les pays. Et pas seulement dans tous les pays, c'est pratiquement tous les habitants de cette planète consomment au moins 1, 2 ou 3 produits laitiers tous les jours. Donc les bébés, les enfants, les adolescents, les personnes adultes, les personnes âgées vont consommer tous les jours du lait, et ceci quelle que soit l'origine du pays. Donc c'est non seulement une grosse production, mais c'est aussi une très grosse consommation. Alors, on va parler peut-être plus spécifiquement de la France. Est-ce que vous pourriez nous parler des caractéristiques de la filière laitière française ? Donc la filière laitière française, déjà, est une très vieille filière. Donc depuis très longtemps, c'est une terre de lait et c'est une terre de produits laitiers. Et la raison pour laquelle on a aujourd'hui plus de 2000 fromages différents en France, c'est que chaque vallon, chaque plaine, chaque montagne a créé son propre fromage. Et même au niveau des beurres, il y a des beurres très différents, qu'on soit en Normandie, en Bretagne, en Charente-Poitou, et les crèmes, c'est pareil. Donc il y a une diversité, donc ce qui est la caractéristique majeure d'un petit pays comme la France, c'est la diversité des produits laitiers, historiques, traditionnels, mais aussi modernes, parce que les industries aujourd'hui créent de nouveaux produits. Alors la filière laitière connaît aujourd'hui de nombreux défis pour nourrir la planète. On peut citer parmi les plus importants une demande de plus en plus importante, mais aussi les changements climatiques et également le renouvellement des générations, c'est-à-dire l'attractivité de la profession de producteur de lait. D'une manière générale, quelles sont les grandes orientations de la filière laitière dans le monde ? Donc un enjeu principal est en effet de continuer à produire plus, parce que la demande mondiale est prévue avec une croissance importante pour les années futures. C'est la catégorie de produits de tous les produits alimentaires qui va augmenter le plus dans les 10 années qui viennent. Non seulement parce que la population augmente, mais aussi parce que la consommation par tête d'habitant en moyenne dans le monde va augmenter. Donc deux phénomènes qui nous demandent, nous, la filière laitière mondiale, d'être au rendez-vous d'une croissance de la production. Or, cette croissance n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que dans des zones historiques de production et d'exportation, comme l'Europe ou la France, il y a plutôt une tendance à une baisse de production. Légère, mais une baisse. Et donc, vous parlez d'attractivité des métiers. C'est pour ça que dans ces pays d'origine, il est important, mais pas seulement d'origine du lait, même dans les nouveaux pays, mais d'attirer des nouveaux éleveurs à fabriquer davantage de lait. Donc ça, c'est un enjeu principal. Le deuxième enjeu, c'est que partout dans le monde, il y a des politiques agro-environnementales
qui peuvent contraindre les producteurs à produire moins. Donc ça, c'est un autre enjeu. Comment produire plus et mieux? Donc comment avoir des productions plus durables pour pouvoir, un jour, que se rencontre cette offre et cette demande. Et puis donc ce problème de l'attractivité. Donc l'attractivité des métiers, c'est comment avoir plus d'éleveurs. Nous, en France, en 10 ans, on est passé de 90 000 éleveurs à aujourd'hui à peu près 45 000. Et il y a 20 ans, on était à 200 000. Donc il y a une baisse importante de l'élevage. Il n'y a pas eu une baisse de la production parce qu'en même temps, chaque éleveur avait plus de vaches et chaque vache produisait plus de lait. Donc les deux ont fait qu'on a maintenu le niveau de production. C'est vrai dans la plupart des grands pays mondiaux de producteurs de lait. Dans les nouveaux pays producteurs, ils augmentent leur production de lait. La productivité n'est pas toujours au rendez-vous encore, mais ça va arriver, en Inde notamment, en Chine évidemment. Et donc l'enjeu est quand même de continuer à pouvoir produire, et même à produire plus, avec des contraintes de moins d'attractivité et de contraintes environnementales, et donc de démarches de durabilité supplémentaires. C'est tout le paradoxe, c'est la difficulté. Il y a d'autres défis économiques, la fluctuation des prix du lait, par exemple, mais aussi les accords commerciaux internationaux ou encore les alternatives végétales qui sont de nouveaux défis économiques donc pour les producteurs laitiers. Dans un contexte récent qu'on a connu d'augmentation des prix des denrées alimentaires, quelles sont les conséquences pour les producteurs? Alors d'abord, la fluctuation des prix du lait, c'est depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que l'équilibre entre l'offre et la demande, dans un marché aussi grand, aussi vaste, est très difficile à obtenir. Donc la fluctuation du prix du lait est historique et impossible à changer. C'est un équilibrage naturel de l'équilibre entre l'offre et la demande par le prix. Ensuite, vous avez parlé des nouveaux produits alternatifs. Ils ne sont pas alternatifs parce qu'ils n'ont rien à voir. Ce sont des produits issus de... soja, souvent. Voilà, donc des jus de soja, ce sont des jus. Ils n'ont pas le droit de s'appeler lait parce que ce n'est pas issu d'une mamelle. En effet, il y a eu une augmentation assez importante. Bon, ils partaient de zéro, dans les années 2010, on va dire. Avec le Covid, les consommateurs dans le monde entier se sont recentrés sur des produits plus essentiels. Essentiels pour cuisiner, essentiels pour leur famille. Et donc les produits laitiers ont augmenté pendant cette période. La période du Covid a été bénéfique dans tous les pays du monde pour la filière laitière. La durabilité est un autre défi à relever pour l'industrie laitière. La production laitière est associée aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane produit par les bovins. Réduire ces émissions est essentiel pour atténuer le changement climatique. Comment la filière laitière s'organise-t-elle pour mettre en place des mesures pour être plus durable ? Alors d'abord, au niveau français, depuis 2020, nous avons adopté un plan de filière France Terre de lait, avec 8 indicateurs, je ne vais pas aller dans les détails, mais pour en effet être plus durable et emmener toute la filière laitière française, du producteur au distributeur, vers plus de durabilité. Évidemment, le CO2 fait partie de ces critères. Évidemment, la santé animale ou le bien-être animal, comme on voudra l'appeler, font partie de ces critères. Donc nous avons un ensemble de critères pour être plus durable. Mais il n'y a pas que la France qui est dans cette démarche. Beaucoup de pays européens ou internationaux, depuis 4, 5, même certains 10 ans, comme l'Australie, ont mis en place des démarches collectives pour entraîner leur filière nationale vers plus de durabilité. Donc c'est collectivement qu'on réussira, et même au niveau international, à, pas régler, parce qu'on ne pourra pas régler, mais avoir un impact inférieur sur l'environnement et sur le climat. Bien sûr. Alors avant de poursuivre, direction Villers-sur-Auchy, dans le département de l'Oise, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Amaury et Hélène Baudouin ont fait le choix d'une agriculture traditionnelle avec du lait bio et zéro émission de carbone, et ce, depuis plus de 30 ans. Tout de suite, notre reportage. En cette fin de matinée de juillet, la journée est déjà bien entamée à la ferme d'Hélène et Amaury Baudouin. Dès 7h30, les vaches sont traites à la main, à l'aide de machines à traire, puis les veaux nourris au biberon. L'exploitation familiale compte 120 vaches et 210 bovins au total pour une production de lait qui atteint les 450 tonnes par an.
Bon, on a fini de faire broyer les veaux? Ah bah oui, il y a beaucoup de lait, c'est bien. Elles ont bien produit les vaches. Toute la famille travaille à la ferme. Depuis 30 ans, les Baudouin donnent la priorité à l'écologie et à l'authenticité. Cela commence par l'entretien du bocage, constitué de pâturage et de haies, 150 hectares qui permettent de nourrir les animaux toute l'année. Alors, les vaches, ça mange aujourd'hui dans cette parcelle ici. Vous voyez, l'herbe est bien verte. Bon, il y a les veaux avec, ils têtent, peu importe. Et le lendemain, les vaches iront encore à côté, et ainsi de suite. On a fait 42 parcelles. Comme ça, l'herbe qui est mangée aujourd'hui, elle attend de se reposer, de relancer la photosynthèse et d'être revenue et de revenir se faire brouter dans 42 jours. C'est un principe écologique intéressant et le seul engrais naturel, c'est soit les bouses ou les urines, et on met un peu de fumier à l'automne. Dès le mois de juin, les agriculteurs commencent à stocker le foin pour l'hiver. Un système de séchage en grange permet ensuite de préserver la qualité du foin et donc celle du lait. Puis il est transporté dans l'étable, le tout sans plastique et zéro déchet. L'intérêt du foin séché en grange, c'est que l'herbe elle sèche pas au soleil, elle sèche dans la grange. Donc on maintient le vert qui est signe de richesse. Et en fait, ça fait un foin en vrac où il n'y a pas de déchets plastiques. On le fauche, on fait un foin excellent pour faire du bon lait, et il est bien conservé. Donc les vaches raffolent de ça l'hiver, quoi. Tout de suite après la traite, le lait, encore à 35 degrés, est apporté à la fromagerie de Jean-Marie Baudouin, le frère d'Amaury. Les caillés sont mis dans les moules pour la presse. 20 litres de lait sont nécessaires pour un fromage. Donc là, entre la tome qui arrive toute fraîche et la tome au foin, il y a 2 mois et demi d'affinage. La première étape, c'est qu'on va pousser le champignon. Après, le champignon arrête de pousser, la croûte est formée. Donc soit après on les affine, soit lavés au cidre, soit séchés dans le foin. La tome au foin, l'une des spécialités de la maison. Fabriquée selon une recette ancienne qui avait disparu et à laquelle Jean-Marie Baudouin a redonné vie, sa fabrication repose sur le respect des savoir-faire traditionnels, de l'herbe ruminée par les vaches au fromage affiné en cave. Les vaches, elles transforment de l'herbe, enfin on dit de l'herbe, mais il y a 25 variétés de plantes dans les herbages du Pays de Bray, donc c'est de l'herbe. Donc elles transforment tout ça en lait, c'est vraiment magique. Quand tu veux nourrir les gens, il faut bien les alimenter, il ne faut pas leur faire manger n'importe quoi. Alors, on a parlé dans le reportage de traite à la main et vous avez évoqué tout à l'heure le bien-être animal. Les pratiques d'élevage sont scrutées de près par les nouvelles générations en particulier, avec donc une pression croissante pour améliorer les conditions de vie des animaux et puis aussi réduire le recours aux antibiotiques. C'est un axe important de la filière ? C'est un axe important de toutes les filières dans le monde et particulièrement de la filière française. En France, on a adopté une décision dans France Terre de lait, donc notre plan stratégique vers plus de durabilité, 0 résidu d'antibiotiques. Et on contrôle tous les laits. Ce n'est pas aléatoire, comme on faisait avant, 10% dans la journée, c'est tous les laits. On contrôle qu'il n'y ait aucun résidu d'antibiotiques. La filière mondiale n'est pas partout à ce niveau-là, bien sûr, mais dans beaucoup de pays, c'est un des objectifs. Pareil sur le bien-être animal. Nous avons un plan bien-être animal avec 17 critères qui ont été travaillés avec l'interprofession. Il y a un ingénieur qui passe dans la ferme, qui fait un bilan avec chaque éleveur et qui lui permet d'avoir des éléments de progression pour pouvoir avoir un bilan bien-être animal meilleur. Et ça, partout dans le monde, ça se fait aussi. D'accord. Alors, on va faire maintenant un petit focus sur la Chine. La Chine qui est un important partenaire de la France dans le domaine agricole notamment. C'est un pays que vous connaissez bien. Je crois que vous y étiez il y a encore peu de temps. Pourriez-vous nous parler du marché chinois des produits laitiers et de l'évolution des habitudes de consommation des Chinois ? Donc, le marché chinois des produits laitiers a beaucoup évolué depuis ces 15 dernières années. Déjà, il y a eu des plans volontaire de la part du gouvernement chinois de consommation de lait au niveau des enfants, mais aussi des adultes. Il y a un plan volontaire d'augmentation de la production laitière et il y a eu une consommation qui a augmenté considérablement depuis ces 15 dernières années. La consommation reste globalement du lait
ou du yaourt, mais plutôt liquide. Très peu de fromage, mais c'est un début de consommation de fromage que nous, en Europe, on n'appellerait pas du fromage, mais qui sont quand même des techniques fromagères. Et aujourd'hui, on a un moment où la production laitière chinoise a tellement été augmentée qu'elle a même dépassé la demande de produits laitiers en Chine. L'année dernière, par exemple, la production laitière a été supérieure à la demande chinoise. Donc il y a eu cette volonté politique de produire plus, et ça a bien fonctionné. Il y a d'autre part cette volonté politique de consommer plus par des plans de consommation et par des campagnes de communication des grands groupes laitiers chinois qui n'ont pas atteint l'objectif de la production, mais la consommation continue malgré tout à augmenter en Chine. Alors la Chine est un grand producteur de lait, vous l'avez dit, mais c'est aussi un des premiers importateurs de produits laitiers au monde, je crois même le premier. C'est le deuxième producteur mondial de lait. Le premier, c'est l'Inde. Le deuxième, c'est la Chine, bien devant la France, 4 fois plus que la France. Mais c'est aussi un gros pays consommateur de produits laitiers. Qui importe beaucoup, et notamment d'Europe. Pourquoi ils importent beaucoup ? Parce qu'en fait, l'industrie laitière chinoise, à ce jour, n'a pas les capacités de transformation de tous les produits laitiers. Ils peuvent faire des poudres de lait infantile, les Chinois savent très bien faire du lait de consommation, ils commencent à faire des yaourts à boire, le fromage, c'est pas encore ça, la crème non plus, le beurre non plus. Voilà. Et donc, sur des pays où parallèlement se développe une consommation, par exemple, de gâteaux, où on utilise de la crème et de la crème chantilly, c'est sûr qu'il faut importer de la crème d'Europe. Donc il y a des produits que les Chinois ne savent pas encore faire, ou n'ont pas encore envie de faire, ou la capacité de faire, un jour ça viendra. Et donc c'est pour ça que la Chine importe beaucoup de produits. Notamment d'Europe. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des échanges entre l'Europe et la Chine ? Donc nous, il y a 10 ans, la Chine n'importait rien de France. Et aujourd'hui, c'est notre premier client pour le beurre, pour la crème, pas encore pour le fromage, mais ça viendra. Notre premier client pour le fromage, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est le Japon. Mais très vite va arriver la Chine, qui est déjà à presque 5000 tonnes par an. On est à 25 000 tonnes pour les États-Unis. Mais c'est en croissance. 12 tous les ans. Ça a été des croissances moins fortes que le beurre ou la crème, mais c'est des croissances continues. Alors vous avez évoqué le fromage. Justement, je crois que les consommateurs chinois commencent petit à petit à apprécier les fromages, notamment français. Et on pourrait exporter, les Français pourraient exporter en 2024 8000 tonnes de fromage vers la Chine, c'est bien ça ? Oui, c'est un chiffre raisonnable. Ça reste des petits volumes. Il ne faut pas penser non plus que tous les consommateurs chinois vont goûter des fromages français. Pour l'instant, c'est surtout à Shanghai, à Pékin, à Chengdu, enfin dans des villes importantes où une consommation s'est développée. Je pense que c'est pas par les fromages d'importation que le goût du fromage de l'ensemble des Chinois va se développer. Il se développera parce que les industries laitières chinoises vont créer des propres produits laitiers fromagés ou des fromages, même des fromages naturels, au goût des consommateurs chinois. C'est eux qui vont habituer progressivement, parce que c'est eux qui vont le mieux connaître leurs consommateurs, le palais chinois à apprécier la fermentation laitière. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, on préfère d'abord son fromage national. Les Japonais préfèrent le fromage japonais, les Américains préfèrent le fromage américain. Tout de suite après, c'est souvent le fromage français qu'ils aiment bien. Donc on arrivera après. Alors, le CNIEL œuvre pour faire connaître les fromages français en Chine, notamment grâce à un lieu qui s'appelle la Crèmerie, qui a été ouvert il y a quelques années donc à Shanghai, et qui est une sorte de flagship store de 120 mètres carrés qui présente les produits laitiers français. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet endroit et de l'intérêt qu'il suscite parmi les consommateurs chinois ? Donc en effet, il y a 5 ans, nous avons ouvert à Shanghai la Crèmerie. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de pays du monde, il y a déjà des fromagers crémiers qui existaient. Et donc par l'existence de ce mode de distribution, on pouvait faire découvrir les fromages français. En Chine, il n'y a pas de crèmerie, fromagerie, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu en créer une. Pas pour vendre des produits, parce que l'objectif est un objectif de communication, de pédagogie, mais pour faire découvrir les produits. Après, on a choisi Shanghai parce que c'est le lieu où on exporte le plus de produits aujourd'hui, et le lieu où il y a plus de consommateurs chinois de fromage français.
On a voulu en effet un flagship, une vitrine des fromages français. Bon, on présente également les beurres, les crèmes, on va dire des produits laitiers français, pour plutôt une démarche d'éducation, de connaissance, d'apprentissage des produits. Donc on fait en effet des formations, des moments de dégustation, des conférences sur les produits laitiers, et ça marche très très bien. Le CNIEL participe à de nombreux salons de produits laitiers en Chine et il participera à nouveau cette année à la China International Import Expo, la CIIE, comme on la connaît, qui se tient à Shanghai chaque année. Pour cette année 2024, qui marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la France sera à nouveau pays d'honneur de l'Expo, ce qui lui assure une belle visibilité en principe dans le salon. Quels sont les produits phares qui seront proposés cette année à la CIIE par le pavillon France ? Alors déjà, les produits qu'on exporte habituellement, mais en plus, on a des nouvelles poudres très technologiques. Alors les produits que vous exposez habituellement, c'est des crèmes, des beurres, parce qu'en fait, de pratiquement toutes les marques françaises, on exporte des crèmes et des beurres en Chine. Des fromages, il y a déjà une 50aine de références de fromages que l'on exporte en Chine, pas encore, mais tous les ans un peu plus. Il y en a 2000 en France. On n'exporte pas encore 2000 fromages, mais une 50aine de différentes sortes. Et au niveau des beurres, on a un nouveau beurre qui arrive là, ces semaines, donc qui sera présent au mois de novembre, qui est le beurre AOP Charente-Poitou, qui pour nous est un beurre très traditionnel, AOP, donc une appellation d'origine contrôlée, et maintenant protégée par l'Europe. Et on a eu les agréments d'export et qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Quels ont été les résultats concrets de la participation du CNIEL à la CIIE ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'entreprises qui ont pu exporter leurs produits en Chine grâce à la participation à cette foire ? Je crois que la foire n'est pas un salon commercial. C'est plutôt un salon, on va dire, diplomatique, où il faut y être. On a des relations diplomatiques. Ça permet de rencontrer les homologues chinois, de continuer des discussions, de commencer des discussions. Mais ce n'est pas un salon commercial comme serait le CIAL, par exemple. Donc c'est plus pour une démarche dans le temps de pouvoir exporter d'autres produits, d'avoir de nouvelles accréditations, etc. Je pense que toutes les entreprises qui exposent, même si elles ont des contacts commerciaux, parce qu'il y a également des contacts commerciaux qui s'y passent, elles ne sont pas là que pour ça. Elles sont là pour montrer qu'elles sont en Chine pour longtemps, qu'elles veulent continuer à augmenter la palette de leurs produits. Et c'est le moment de rencontrer des homologues chinois pour discuter de coopération. Alors on va passer maintenant à un événement important pour la filière laitière cette année. C'est le sommet international du lait qui se tiendra à Paris au mois d'octobre. C'est donc un événement très important pour la filière. Il est organisé par la Fédération internationale du lait qui représente 75% des producteurs de lait dans le monde. À quoi sert ce sommet ? Donc déjà, IDF, qu'est-ce que c'est ? l'International Dairy Federation, ça a été créé en 1903, donc ça a 120 ans. C'est une organisation mondiale qui va regrouper l'ensemble des pays, donc c'est une quarantaine de pays, donc vous avez dit 75%, un peu plus de la production mondiale, pour que l'on s'entende, que l'on discute, que l'on échange sur des éléments communs, qui sont la sécurité sanitaire, la nutrition, les normes du codex, pour que l'on ait des échanges, pour trouver des consensus. C'est donc une plateforme de consensus mondial pour qu'on puisse défendre ensuite les dénominations laitières au niveau international, des programmes au niveau de la FAO. Donc c'est la représentation mondiale de la filière laitière auprès des instances internationales. Et tous les ans, on fait un congrès. La guerre, c'était aux États-Unis, l'année d'avant en Inde, cette année en France. Et c'est un moment où tous les acteurs mondiaux vont se réunir pour pouvoir discuter des sujets du moment. Le sujet cette année, c'est la durabilité. Donc cette année, on a des experts mondiaux de tous les domaines, l'économie, le marketing, la sécurité sanitaire, la nutrition, le social, farm management, qui vont se réunir et qui vont échanger autour de la durabilité, comment être plus durable dans son domaine de compétences.
Alors, ce sera aussi le moyen de faire rayonner la filière laitière française. C'est votre spécialité. Qu'est-ce que vous avez l'intention de présenter à vos homologues venus du monde entier? Alors, ça sera les 120 ans de l'IDF, de l'International Dairy Federation. C'est aussi cette année les 50 ans du CNIEL. Donc, il y a 50 ans que la filière laitière française a décidé de s'organiser autour d'une interprofession pour collectivement faire avancer la filière laitière française. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est comment en 50 ans, collectivement, on a pu faire évoluer cette filière laitière française et depuis quelques années vers plus de durabilité avec un plan de filière concret sur la durabilité. La Chine va également envoyer une importante délégation, je crois, lors de ce sommet. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette délégation, qui la compose et quels sont les sujets spécifiques qui la concerneront? Donc la délégation chinoise est prévue importante. Ils seront un peu plus d'une cinquantaine. On aura les CEO et les leaders des principales entreprises laitières chinoises, mais également des organisations, des associations. La CDIA, la Chinese Dairy Association, sera évidemment présente. Leurs attentes, c'est évidemment de découvrir la France. Donc on leur fait un programme à côté pour aller voir des exploitations françaises, des entreprises françaises, de participer au congrès, bien évidemment, de participer au forum des leaders, donc pour les CEO de différentes entreprises qui vont venir. Et certains d'entre eux iront même au CIAL, puisqu'on a décidé de faire le World Dairy Summit avec le CIAL. Ça permet donc aux internationaux... Donc le CIAL, est-ce que vous pourriez rappeler de quoi il s'agit, ce salon? Le CIAL, c'est un des grands salons commerciaux dans le monde. Il y a l'Anuga tous les 2 ans en Allemagne, le CIAL tous les 2 ans, donc une année sur 2. C'est les 2 grands salons de commerce alimentaire dans le monde. Après, chaque autre pays a des salons aussi. Le CIAL est donc plusieurs pays, mais c'est une rencontre. La plupart des acheteurs de produits de grande consommation alimentaire viennent une année à l'Anuga, une année au CIAL. Et donc là, on aura beaucoup d'exposants laitiers au CIAL, des grandes entreprises mondiales, françaises bien sûr, mais mondiales, chinoises également, et puis beaucoup d'acheteurs du monde entier. Donc c'est une plateforme aussi, une vitrine de la filière laitière française. On vient de voir que c'est une année importante pour la filière laitière et pour les relations franco-chinoises, puisqu'elle célèbre, on l'a dit, l'anniversaire de leurs relations diplomatiques. Est-ce que vous pourriez conclure en partageant une réflexion ou un souhait sur l'avenir de la relation entre la France et la Chine, l'Europe et la Chine, dans le domaine des produits laitiers? Dans le domaine des produits laitiers, je pense qu'on a encore beaucoup de produits à faire découvrir aux Chinois. On se confronte aujourd'hui au fait que les ferments, pour ne parler que d'eux, ne sont pas aujourd'hui reconnus par les Chinois parce que ce ne sont pas des produits traditionnels de la culture alimentaire chinoise. Et donc on doit faire homologuer ferment par ferment de chaque fromage. C'est une démarche très longue, mais en coopération avec nos homologues chinois, on y parvient. Et donc on arrive, année après année, à faire homologuer plus de ferments et donc plus de fromages, plus de produits laitiers. Les crèmes sont également fermentées, qui peuvent rentrer en Chine. Et je pense que dans l'avenir, de plus en plus de produits laitiers français rentreront en Chine. On n'essaye pas de concurrencer les produits chinois. C'est-à-dire que nous, en tous les cas la France, est entrée dans une démarche d'export responsable. On ne veut pas concurrencer les produits chinois notamment, mais dans le monde entier c'est pareil. Quand on est en Afrique, on ne veut pas concurrencer la production locale. Et donc, on ne veut pas exporter des produits qui rentrent en concurrence avec les productions traditionnelles locales. On va donc exporter des produits que nous savons faire, des produits traditionnels, du camembert, de l'emmental, du roquefort, des crèmes historiques, qualitatives, du beurre pour la culinarité. Donc, des produits qui vont apporter quelque chose de nouveau sur un pays. Eh bien, merci Laurent Damien d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir si bien informés sur la filière laitière. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.